Bonjour à tous, à nouveau pour ceux qui étaient présents sur les précédentes sessions. Pour ceux qui nous rejoignent, donc depuis maintenant 3 ans, nous donnons rendez-vous aux acteurs de la transformation pour cette journée d'atelier façon masterclass. Et donc depuis ce matin, nous avons une trentaine de participants qui sont répartis en 4 groupes. Et donc nous avons organisé, et encore un peu après cette session, ça nous fera 25 ateliers, 15 animateurs qui sont sur le pont. Et puis vous êtes près de 200 inscrits à ces plénières. Alors l'objectif de ces masterclass, c'est pour nous de vous partager les meilleures solutions, en tout cas celles qu'on a trouvées, nous, pour arriver à impulser le changement au sein des organisations. Et puis à l'occasion de cette journée du LEAD, nous lançons la l'Eco Academy, si bien que ces ateliers dont certains bénéficient aujourd'hui, vous pourrez les retrouver tout au long de l'année, et ce qui nous permet de vous aider à mieux accompagner vos acteurs de la transformation, ambassadeurs, équipes digitales, pour professionnaliser finalement vos actions. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de compléter l'apport technologique par des leviers de transformation pour arriver, non, par des leviers, pardon, qui permettent de stimuler le changement. Qu'il s'agisse de créer la nécessité de changer ou de passer de l'idée à la mise en mouvement ou tout simplement d'intégrer les changements dans les routines quotidiennes. Nous avons bâti, pour arriver à porter ce changement à large échelle, des ateliers dans Klaxoon, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut arriver à le faire à distance. Et l'objectif, c'est de donner des outils à vos ambassadeurs, à vos équipes digitales, pour qu'elles puissent animer des ateliers et offrir une super expérience à tous les participants, et tout en étant efficaces dans l'utilisation de ces temps, qui sont souvent brefs, pour arriver à faire passer des clés de réussite. Voilà, donc vous retrouverez tous ces ateliers sur la l'Eco Academy à partir de maintenant. Et par contre, les retours d'expérience des grandes entreprises, ça reste des temps forts qu'on est heureux de vous faire partager aujourd'hui. Et je suis très content d'accueillir Laura et Stéphane, que je vais laisser se présenter dans un instant, pour nous partager l'expérience du groupe BPCE. J'ai oublié de me présenter, donc je suis Arnaud Rérol, directeur général de l'ECO. Laura, je te passe la parole. Donc tu es responsable du déploiement sur Office 365 au sein du groupe BPCE. Exactement, donc ça fait 2 ans que je suis sur le programme Office 365 et donc responsable de l'adoption des usages et du déploiement au niveau du groupe BPCE. Stéphane, toi tu travailles avec Laura, mais tu as un périmètre d'intervention un petit peu différent. Alors effectivement, depuis 2 ans, moi aussi, sur le programme Office 365 avec Laura. Et moi, je suis un petit peu le candide, si je peux m'exprimer ainsi, de l'équipe, dans la mesure où je m'occupe de tout ce qui est transformation au niveau des usages et accompagnement des collaborateurs. Donc en fait, ce que met en place Laura, je m'applique à l'appliquer justement auprès des collaborateurs et à lui faire les remonter. Très bien. Alors avant de parler du dispositif, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte du groupe BPCE, à la fois sa structure, l'histoire peut-être de ses outils et des usages qui vont avec? Alors le groupe BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est un peu plus de 100 000 collaborateurs, 110 000 collaborateurs à peu près. C'est une quarantaine d'établissements principaux, les banques et les caisses. Et puis avec Laura, on intervient au niveau de la communauté BPCE. La communauté BPCE, c'est BPCE SA, mais ce sont aussi les 3 IT, les trois sociétés informatiques du groupe. Donc c'est 8 000 collaborateurs. Et ces 8 000 collaborateurs, en fait, depuis 2 ans, Laurent Mignon a lancé un programme de transformation culturelle sur la base d'Office 365 comme outil de transformation culturelle. Et donc, c'est ce dont on parle depuis 2 ans avec Laura. Et donc, pour compléter ce que dit Stéphane, on a lancé un programme qui s'appelle l'expérience collaborateur. Et dans ce programme expérience collaborateur, on a vraiment 2 branches qui sont complémentaires, mais qui ont aussi une approche différente. On a une branche de transformation des usages avec le programme Office 365. Et là, on est vraiment sur comment travailler différemment et comment accompagner la transformation culturelle du groupe. Et à côté de ça, on a un programme qui est aussi indispensable, qui s'appelle Digital Workplace. Et là, on est plus sur de la simplification des usages, sur comment on modernise l'environnement de travail du collaborateur, comment on lui facilite son quotidien, avec par exemple une authentification sécurisée et simplifiée, l'accès à des nouveaux navigateurs. Voilà. Donc on est plus dans des choses plus techniques, on n'est pas sur de la transformation, mais les 2 vont de pair parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre.
Très bien. Et alors, quel dispositif, quelle organisation vous avez pu mettre en place au démarrage du projet? Et puis, ça a peut-être évolué au cours du temps. Racontez-nous. Alors en fait, au niveau du projet, au début du projet, on a eu une organisation assez standard et c'est vrai que là-dessus, on a été accompagné par Microsoft qui nous a donné un déroulé d'accompagnement à la transformation avec de façon assez traditionnelle un sponsor et on a eu la chance d'avoir un sponsor fort puisque c'était une volonté de Laurent Mignon de transformer l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment un plus important. Après, on a eu une équipe projet qui était quand même bien structurée, donc qui a été importante aussi. Et puis je pense qu'une des forces dès le début, même si après on a appris par la suite, mais dès le début, c'est qu'on a pris en compte l'aspect de transformation, que effectivement on déployait un outil Office 365, mais qu'on avait besoin d'accompagner cette transformation. Et quelque part, c'est vrai que ça a été mon rôle pendant 2 ans de faire le go-between, si je peux m'exprimer ainsi, entre ce qui à quoi pouvait servir l'outil au quotidien pour les collaborateurs et est-ce qu'on pouvait tenir la promesse d'apporter plus de mobilité, plus de collaboratifs, parce que c'était quand même ça. On est sur des gros établissements. Comme je vous l'ai dit, la communauté, c'est 8000 collaborateurs. Qui dit gros établissement avec un fonctionnement de siège, c'est souvent un fonctionnement en silo. Donc, il y avait toutes ces particularités-là qu'il fallait quelque part casser ces silos et voir comment l'outil pouvait participer à tout ça. Et alors, en termes de transformation, quel grand cas d'usage vous avez identifié pour mobiliser ce changement? Les silos, donc de la transversalité, quels sont un peu les cas d'usage? Alors, le cas d'usage principal, parce que c'est vrai qu'on a principalement développé Teams, et le cas d'usage, c'était, alors on a commencé, on s'est dit Teams, c'est pour faire du travail en équipe. Donc allons-y, équipe hiérarchique. On s'est vite aperçu que finalement faire du travail hiérarchique, enfin une Teams hiérarchique, c'était peut-être pas la bonne solution. Par contre, là où on avait un terrain de jeu absolument fantastique, c'est qu'au niveau de BPCE, on travaille sur des projets. Et quand on parle de transversalité, là par contre Teams est vraiment complètement adapté parce qu'on a un environnement commun à l'ensemble du projet. On a un environnement par projet avec toute la documentation, toutes les discussions qui peuvent avoir lieu autour du projet. Et c'est là-dessus, après, c'est ce qui a permis justement aux équipes de Laura de bâtir tout l'accompagnement. Alors justement, comment est-ce que vous avez procédé? Alors on a fait, donc classiquement, on a fait du contenu. Parce qu'il faut nécessairement du contenu pour accompagner les collaborateurs, c'est une base nécessaire. Donc il y avait quand même, on a commencé il y a 2 ans, donc on a eu quand même, on avait besoin de monter en compétences sur les outils O365, le contenu, les usages. Donc on a passé on a mis pas mal d'énergie dedans. Le contenu étant des tutos, comment aider en fait à retrouver ses repères dans l'environnement Office 365. On a essayé d'être le plus varié possible, d'être vraiment sur des cas d'usage, mais faut pas non plus trop galvauder le terme usage pour moi, parce que c'est quand même des outils. Et si on n'a pas la maîtrise de l'outil, on n'arrivera pas à transformer les usages. Donc, il ne faut pas oublier que la maîtrise technique des outils est importante pour les collaborateurs. D'autant plus maintenant avec le travail à distance, le confinement, il peut y avoir une fracture qui pourrait être un peu plus grande entre ceux qui maîtrisent plus facilement, intuitivement les outils et les autres. Donc il faut vraiment penser que l'appropriation et la maîtrise des outils, c'est quand même le socle de base. Et c'est ça qui va nous permettre après de faire de la transformation. Mais si c'est pas maîtrisé à la base, on n'arrivera pas, on va dire, à cranter sur le niveau d'au-dessus, quoi. Très clair. Donc ça, c'était la première étape. Ça, c'est la première étape du contenu. Et ensuite, donc on a vraiment été, on a une base de contenu qui est quand même assez, maintenant on a quelque chose au niveau expert, j'ai envie de dire. Et ensuite, un des apprentissages qu'on a eu, c'est qu'on le savait déjà, comme on disait, on est un groupe de plus de 100 000 personnes avec 40 établissements, plus de 40 établissements différents. Donc, le vrai enjeu, ensuite, c'est l'animation. C'est comment ce contenu, on arrive à l'apporter jusqu'aux collaborateurs. Et là, c'est une énergie, et c'est pas terminé, c'est une vraie énergie. Alors, il y a déjà tout un système de communautés, des communautés d'ambassadeurs, bien sûr, au sein de chaque établissement du groupe. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà fait avant dans le digital. Donc, c'est vraiment, on a pu capitaliser sur ces communautés existantes. La communauté des digital champions. Donc voilà, on avait toutes ces communautés-là. Là, quand tu parles de communautés, c'est des communautés humaines. C'est pas que des communautés sur des groupes Yammer ou Teams. C'est des communautés, c'est des gens en fait qui ont pour rôle de faire partie de l'organisation. Et qui sont animés, voilà. Donc on s'est vraiment basé sur ces communautés. On a aussi construit une communauté de chefs de projet O365 dans le groupe. Donc on appelle ça le club O365. Aujourd'hui, on a environ 180 personnes qui font partie de ce club, et on anime ce club avec des classes virtuelles maintenant, avec bien sûr des réunions mensuelles sur le projet. On essaie de diffuser le maximum d'informations à nos chefs de projet dans le groupe pour qu'ils puissent ensuite en cascade rediffuser dans leur établissement. Et alors ces 180
80 personnes, ils consacrent quel temps à ce rôle d'ambassadeur, de digital champion? Alors, c'est variable selon les établissements. Nous, on est un groupe mutualiste, donc après, chaque établissement a sa propre stratégie de déploiement et son propre plan d'accompagnement. Nous, on essaie de donner le plus de ressources possibles en centrale, et ensuite, après, eux se l'approprient et ensuite le redescendent dans leur établissement. Mais sur la communauté, donc ça a été coordonné, la communauté BPCE, par Stéphane, et donc là, il va peut-être un peu plus de... Parce que c'est vrai qu'on a servi, comme je le disais tout à l'heure, la communauté a servi de bac à sable, en fait, d'exemple par rapport au reste du groupe. Donc sur la communauté, on avait 6 chefs de projet, un par établissement. On n'a pas eu énormément de ressources, en termes humains en tout cas. La transformation a été portée par assez peu de personnes. Moi, je faisais vraiment le lien entre tous ces chefs de projet, de façon à leur apporter de la documentation, à leur apporter de l'information, parce que ce qu'il ne faut pas négliger dans un tel programme de transformation, c'est que le sponsoring, comme je le disais tout à l'heure, est important, et quel message on veut faire passer derrière, et pourquoi, quel sens on donne à cette transformation. Ensuite, par rapport aux communautés dont on parlait tout à l'heure, il y a des communautés d'ambassadeurs. Donc aujourd'hui, rien que sur BPCE, donc les 8000 collaborateurs, ce sont 200 ambassadeurs qui sont animés très régulièrement. Le rôle d'ambassadeur, alors là, c'est en fonction de ce que le manager veut bien accepter aussi, parce que le rôle du manager est vraiment important. On estime que c'est 10% de son temps. D'un collaborateur, de son temps de travail, c'est 10% sur la... C'est un bon point de repère. Ouais. Sur l'acculturation, sur éventuellement organiser des formations, parce qu'ils sont capables de faire des formations. Et c'est là où ça nous permet aussi de parler de posture, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'outils, mais il faut surtout parler de posture. Quand on parle de transformation, c'est pas l'outil qui va transformer la société, c'est vraiment les postures. Et c'est là où d'ailleurs l'éco est vraiment rentré dans le jeu, et vous nous avez bien aidé pour ça. Merci. Et du coup, ça veut dire que les contenus dont tu parlais, ou ces ateliers sur la posture pour aider ces ambassadeurs, ils les répliquent, ou en tout cas ils les utilisent, ils consomment. Les sponsors, parce que vous avez parlé d'un sponsor, effectivement vous avez un sponsor très fort, et au niveau des établissements, comment est-ce que vous avez fait pour mobiliser, pour permettre plutôt aux équipes locales dans les établissements d'avoir elles aussi un sponsoring suffisant pour créer l'attention et stimuler ce changement auprès des opérationnels? Ça s'est fait naturellement ou il y a eu un... pas fait on a forcément aidé, parce qu'on sait que c'est une clé du succès de ce type de projet. Donc, c'est le sponsor, on va dire, du programme qui a engagé également les dirigeants du groupe. Et forcément, quand on a le sponsor qui est Laurent Mignon, ça suit plutôt pas mal après. Et ensuite, on a aussi aidé les établissements, c'est des trucs tout bêtes, mais leur préparer les éléments de langage pour le sponsor, leur montrer comment le sponsor pouvait communiquer auprès de leur établissement pour leur donner des idées et pour qu'après, ils puissent répliquer, on va dire, plus facilement. Ouais, vous les avez coachés en quelque sorte. Ouais. Vous avez tiré toute l'expérience que vous avez pu acquérir un peu en avance de phase par rapport à eux. J'imagine aussi, à travers la communauté, vous avez fait circuler finalement les réussites, les bonnes pratiques des uns et des autres. Et alors du coup, ce dispositif, quelque part, il est un peu vivant. Il a progressé au fil des trimestres, peut-être pas tous les jours, mais au fil des trimestres. Comment justement, vous l'avez vu, vous, avec un peu de recul maintenant, vous l'avez vu évoluer ce dispositif? Vraiment, ce qu'on a... Après coup, un an après le lancement du programme, on s'est rendu compte qu'il nous manquait encore, on va dire, des humains. Et donc, on a créé 2 postes spécifiques. Ce sont les animateurs au 365. Et leur job, c'est d'être en support des chefs de projet du groupe pour réaliser des formations, les aider à organiser des Digital Week spécifiques au 365, leur pousser du contenu, animer la communauté au 365. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment du temps pour animer et diffuser et accompagner les chefs de projet dans cette transformation. Et puis après, on est allé chercher aussi de l'expertise, comme je le disais tout à l'heure avec l'éco, en particulier sur la posture, parce que c'est vrai que vous proposez des solutions qui permettent non pas d'aborder Office 365 comme un outil, mais vraiment de susciter quelque part le besoin en disant quel usage vous avez, quel besoin vous avez aujourd'hui, quel usage vous avez, et votre bonne connaissance du coup de l'outil va vous permettre de bien répondre à cet usage. Et c'est là où ça nous a vraiment aidé, parce que ça nous a permis de cadencer aussi l'appropriation des outils. Je me souviens, on a fait des ateliers avec une entité qui s'appelle BPH chez BPCE, donc Banque de Proximité et Assurance, qui a vraiment joué le jeu. Là aussi, ça a été sponsorisé quelque part par Madame Fabresse, qui est la directrice de ce pôle-là, qui a pris le sujet à cœur et qui a dit, moi, on nous met un nouvel outil, il faut que les équipes puissent suivre derrière. Donc,
comment est-ce qu'on peut les amener à suivre dans la mesure où tout le monde n'est pas geek, tout le monde, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais tout le monde n'est pas capable non plus de prendre en main l'outil tout seul. Donc en plus des formations techniques, comment est-ce que vous nous entraînez, vous, dans ce schéma-là? Je regarde s'il y a pas, si on commence à avoir quelques questions. Effectivement, j'aurais pu effectivement la poser moi-même. L'équipe projet aujourd'hui, quelle taille fait-elle, qu'on puisse un peu aider à dimensionner. On voit bien combien coûtent les outils. On a du mal à mesurer l'effort qu'on doit mettre dans l'accompagnement. C'est compliqué de répondre à cette question parce que on a il faut bien sûr sur un projet comme Office 365, il y a un gap technique qui est très important. Donc la plupart des équipes projet, ça va être les équipes de BPCEIT qui vont construire toute l'infrastructure, la sécurité cloud, etc. Donc ça c'est vraiment une équipe très importante. Voilà. On est une banque. Et donc, après, nous, sur vraiment le projet, on va dire accompagnement, on était une dizaine vraiment en centrale pour construire l'accompagnement, pour faire le contenu et l'animation. À temps plein, oui. Si on parle de TP, on était vraiment une dizaine à temps plein. TP, après, c'est compliqué. Effectivement, ça représente quand même du monde parce qu'entre les équipes de conformité, des risques pour regarder ce qui peut se passer, les IT, c'est vraiment important. Ils ont passé, les IT ont passé ont passé un temps. Ouais, je peux pas le chiffrer, mais en jour homme, c'est sûr que l'IT a consommé beaucoup plus sur le projet 365 que l'accompagnement et l'animation, même si on a quand même eu beaucoup de moyens pour pouvoir faire notre accompagnement et notre animation. Ouais. On a eu ce qu'il fallait. Mais déjà 10 ETP pendant presque 2 ans pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et puis sans compter quelque part les 10% de ces 200 ou ces quelques centaines d'ambassadeurs qui allouaient au projet. Et tous les chefs de projet dans les établissements. Donc oui, bien sûr, il y a des relais. Il y a pas mal de ressources. Et ces ressources, vous allez les maintenir pendant combien de temps? Ça, c'est une vraie question. Oui, au moins 2021, ça c'est sûr, parce qu'on a on a terminé le déploiement de nos sièges pendant la première phase de confinement, donc avec 40 000 collaborateurs déployés. Ensuite, on a eu une demande de la direction générale en juin de monter une task force pour pouvoir permettre en fait que le conseiller bancaire puisse reprendre la relation avec son client à distance. Ouais. Donc on a mis Teams Conferencing en fait à disposition des conseillers. Donc là on est en déploiement, on est environ à 17 000 collaborateurs déployés. Il faut qu'on monte jusqu'à 55 000, donc on n'a pas fini encore. Et ensuite on va déployer O365 en agence, vraiment le collaboratif et la mobilité dans les agences bancaires. Donc le projet O365 n'est pas terminé. Ensuite, après la vraie question c'est: est-ce que c'est un projet ou est-ce que ça doit devenir une vraie direction? Voilà. Donc ça, c'est une question. J'ai la réponse, mais c'est une question que l'entreprise doit se poser. Et c'est là où, en termes de transformation, c'est là où, en termes de transformation, parce que je pense que là, on est un peu à la croisée des chemins, en disant finalement, on a vu que l'outil ne suffisait pas. Il y avait sans doute des équipes, et finalement, quand on y réfléchit bien, 10, c'était pas tant que ça non plus à une échelle de 100 000 personnes. Enfin, pour préparer pour 100 000 personnes, c'est pas non plus tant que ça. Et est-ce que les établissements sont prêts à faire cet effort-là? Parce qu'on voit bien que quand on discute, même avec nos managers, ils ont du mal à comprendre ce que c'est que la transformation, parce que c'est beaucoup d'huile de coude en fait quelque part, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, comment on valorise ça et comment on met des mots derrière de la transformation? C'est compliqué d'expliquer une transformation. Peut-être pour rejoindre une question là, qui nous est posée, c'est être capable de mesurer les progrès et du coup quelque part le retour sur investissement de cet accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des indicateurs qui vous permettent de matérialiser la progression de l'adoption et du changement des pratiques de travail? Alors, on n'en avait pas. C'est vrai que c'est un des aspects qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est vrai que dès le début, on a mis en place des KPI, de façon des mesures, des indicateurs d'activité, en particulier en termes d'activation des licences. Et c'est vrai que les retours qu'on a eu de Microsoft, c'est qu'au niveau du groupe, on s'est très vite quand même bien débrouillé, si je puis dire, puisqu'on a vite atteint 50 voire 70% de taux d'adoption sur les outils Office 365. Alors après, attention, parce que tout dépend comment on met le curseur. Et au fil des mois, on s'est aperçu que c'était pas suffisant. Au départ, on voulait juste voir si les gens prenaient bien la main dessus. Au fil des mois, on s'est aperçu que c'était pas suffisant. On a gratté un petit peu plus pour savoir qui était vraiment adepte, combien d'opérations on faisait par Teams, est-ce qu'on communiquait vraiment par Teams. Donc là, on a des KPI qui se sont affinés au cours des mois. Après, par contre, on n'a pas encore commencé, à ma connaissance, à regarder ce que ça pouvait donner en termes financiers, parce que tout ça, c'est aussi pour gagner en productivité et en efficacité. Même si pendant le Covid, on l'a vu, il y a certains projets
mais j'imagine qu'on y viendra aussi. Il y a certains projets qui d'habitude pouvaient mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comme par hasard, en 15 jours, ça a été déployé. Et heureusement qu'on a eu Office 365 au mois de mars, que c'était déjà déployé, parce que alors là, ça a vraiment été un booster, quoi. Alors justement, en mars, on s'est tous retrouvés bousculés dans notre petit ronronnement quotidien. On s'est retrouvés chez nous. Comment est-ce que donc le déploiement était pas terminé, mais était déjà bien avancé. Vous aviez déployé les outils auprès de quoi, les 3/4 de l'entreprise? La communauté, toute la communauté, ouais. Et même on a un exemple où le 13 mars, quand on a été confiné, il y a une des entités 100 personnes qui s'est retrouvée avec nouveau poste de travail, nouvel environnement, Office 365, le 13 mars. Ils se sont retrouvés chez eux avec un outil qu'ils ne connaissaient pas du tout. Au bout de 15 jours, on avait un taux d'adoption de 80% parce qu'ils se sont retrouvés d'office mis dans le, enfin c'est le cas de le dire, dans le bain et ils n'ont pas eu le choix. Mais vous aviez déjà, tout le monde avait quasiment toute l'entreprise avait accès à Office 365. Non. Quelque part, juste pour. Alors, au niveau, comme disait Stéphane, sur les 8000 collaborateurs de la communauté, tout le monde était équipé. Ouais. Ensuite, sur les établissements des banques populaires et des caisses d'épargne, donc sur les sièges, on avait peut-être les 60-70% qu'on avait déployés techniquement, mais on a dû accélérer le déploiement. Donc là, on n'a pas eu besoin de convaincre. Ça s'est fait. Les candidats étaient même, ça se bousculait au portillon. On avait même du mal à suivre. Je pense, ouais. Voilà. Et mais par contre, on a réussi en un temps record à déployer à distance les collaborateurs sièges et sans quelque part, technique. Vous avez bénéficié aussi, vous aviez déjà éprouvé le dispositif de déploiement, vous l'aviez fait X fois auprès de différentes populations et établissements, et là vous avez accéléré au moment du confinement. Oui, mais on savait pas faire à distance, donc ça a quand même été un sacré challenge pour les équipes IT. Ouais. Mais ça, je pense que dans toutes les entreprises, ça se retrouve. Les IT ont fait 3 mois, des projets qui, des vrais miracles, quoi. Des vrais miracles, ouais. C'est des enseignements super intéressants, j'imagine, à capitaliser. Est-ce que ça va changer du coup certains process, certaines façons de faire? Est-ce que ça a libéré le champ des possibles quelque part dans des grandes organisations comme les vôtres? Parfois, finalement, on a l'impression que les choses vont mettre trop de temps, qu'il y a une lourdeur. Est-ce que le confinement et la phase qui s'en est suivie finalement va modifier durablement certains fonctionnements? Le confinement, je dirais oui. L'attitude qu'on peut avoir avec les ambassadeurs, je dirais oui, parce que c'est vraiment entré dans les mœurs et les gens se sont aperçus que finalement avoir un ambassadeur digital dans son équipe, ça pouvait vraiment aider. Comme la plupart des entreprises, je pense qu'il y a eu des REX, des retours d'expérience faits sur cette période particulière de 2 mois de confinement. Là, par contre, on commence à se poser la question parce que ce deuxième confinement est un peu plus compliqué, je dirais, ou un peu différent. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement l'outil, attention, parce que ça reste un outil. L'outil, c'est bon. Les gens, Teams, ils savent tout ce que c'est, 100%, ils ont déjà utilisé, il n'y a pas de sujet. Par contre, on voit bien que les usages ont un petit peu de mal peuvent potentiellement avoir du mal à cranter. C'est vraiment un mindset un peu différent qu'on demande aujourd'hui aux managers, en particulier au travail d'équipe en transversal. Donc il y a tout ça, à mon avis, qu'il faut encore ancrer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, parce que l'outil, c'est bon, il est adopté. Le mindset et les usages ne sont pas encore complètement adoptés. Peut-être qu'en avril, mai, on était un peu sous la tension de la crise. On prenait sur soi chacun. Et peut-être que là, comme on a l'impression en plus que ça va durer, peut-être que du coup, il y a une sorte un peu de... C'est un peu comme la courbe de hype où il y avait cette curiosité, cet enthousiasme du début. Et puis là, on rentre dans cette phase un peu de... J'espère pas de désillusion, mais en tout cas où on commence à se questionner peut-être sur des questions qu'on se posait pas cet été. C'est comme ça que quand on avait préparé cette session, on avait commencé un peu à évoquer cet aspect-là. Ouais. Moi, je pense qu'au premier confinement, on a tous été la tête dans le guidon et il y a beaucoup de gens qui ont été très vite. Mais il faut, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que pour certains collaborateurs, ils n'ont pas forcément adopté les outils d'un même niveau que, on va dire, les plus aficionados. Donc, il faut vraiment pas les oublier. Et là, vraiment peut-être repartir sur les bases des outils, le B.A.B.A. Parce que, comme je dis, quand même, il ne faut pas oublier que la maîtrise et que les gens se sentent à l'aise avec l'outil fait qu'ils vont pouvoir s'en servir et ensuite développer des usages. Les bases, c'est quoi? C'est accéder à ces documents, c'est faire des réunions, c'est ça quand on parle des bases. Ouais, ou c'est même taguer les gens, c'est mettre le hâte pour ceux qui connaissent quand on commence une conversation, c'est mettre le hâte, c'est vraiment du B.A.B.A. Et c'est vrai, c'est là où Laura a raison parce qu'il y a quelques techniques ou quelques bonnes astuces sur l'outil qui n'ont pas encore été bien assimilées et du coup qui sont handicapantes. Et c'est vrai que dans le temps, ça peut devenir fatigant parce que on voit bien, moi depuis le début, au départ quand on rentre sur Office 365 et qu'on voit tous ces documents, on dit c'est un vrai capharnaüm. C'est-à-dire que le collaboratif peut avoir ça de contre-productif s'il n'est pas organisé. C'est-à-dire que si on n'a pas défini
définit les règles ensemble au départ. Là, on est 3. Si on fait une Teams à 3 et que chacun fait son canal comme il le veut, met ses documents comme il le veut, on peut être sûr que dans un mois, on se revoit et on va se déchirer parce qu'on n'en va pas. Vous y arrivez à réguler ou à donner après, c'est un discours sans fin, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que quand on dit repartir sur le b.a.-ba, c'est oui, la maîtrise des outils, mais aussi repartir sur des messages de base, en fait, ne pas partir trop loin dans la technique Microsoft, mais vraiment repartir sur des concepts de base qui sont, comme disait Stéphane, la collaboration. D'ailleurs, c'est vous qui nous avez inspiré ça. Hein. La collaboration, c'est contre-productif si on ne décide pas de collaborer. Quand les gens disent mais des outils, il y en a de partout, c'est le bazar, etc. C'est de dire mais si c'est le bazar dans l'outil, c'est peut-être que dans le fonctionnement d'équipe, ça peut être aussi un peu le bazar. Que la collaboration, c'est que quand tout le monde trouve un consensus à fonctionner comme ça ensemble, c'est pas la collaboration qui me convient à moi tout seul. Et là, on essaie vraiment de... Voilà, c'est quelques messages clés. La maîtrise des outils, oui. Et ensuite, sur ces 2-3 messages clés, arriver vraiment à le diffuser dans toute l'entreprise. Et là, je pense qu'on aura vraiment réussi donc là, à on est cranter. encore en train d'ajouter quelque part une étape supplémentaire dans la manière d'accompagner les équipes. Oui. On l'a toujours eu, mais c'est vrai qu'on se rend compte que peut-être ça devient central. Oui, parce qu'en fait, forcément, les gens qui pensaient comme nous étaient très réceptifs. Mais il faut vraiment qu'on arrive à ce que tout le monde comprenne que ce message-là, il est vraiment important. Oui, je pense que comme tu disais tout à l'heure, il va falloir le répéter inlassablement pour que ça puisse être bien, que ça percute, quoi. Oui. Ouais. Alors on va essayer. Oh là, mon écran que ça éteint. Prendre des questions. Alors les indicateurs. Alors comment avez-vous géré les réfractaires au changement, les allergiques à Microsoft? Il y a un concept, je trouve, intéressant quand on commence un programme de transformation aussi important, c'est que si on commence à juste se focaliser sur les réfractaires, on n'y arrivera jamais, parce qu'on aura toujours des réfractaires. Donc l'objectif qu'on avait, pareil, c'est vous qui nous avez un peu impulsé ça, c'est de se dire comment on peut vous appelez ça les porteurs d'initiative, comment on peut se concentrer et mettre nos efforts sur les porteurs d'initiative ou sur les locomotives, donc type les ambassadeurs, les chefs de projet, parce que si on arrive à mettre de l'énergie sur eux, et bien après ils vont démultiplier nos forces et c'est eux qui vont tirer le reste. Donc voilà, on va dire les réfractaires, on les traite comme ça, en mettant notre énergie sur ceux qui ont envie d'y aller. Sur les enthousiastes. D'accord. Je pense qu'il y en a suffisamment dans votre organisation pour arriver à faire bouger les lignes. Il nous reste quelques minutes. Peut-être justement, comment est-ce que vous vous projetez? Donc, Laura, tu parlais en termes d'organisation. Est-ce qu'on est en mode projet ou est-ce qu'on intègre ça dans le fonctionnement au sein d'une direction? Ça, c'est l'aspect organisationnel. Donc, j'ai compris qu'il y avait des arbitrages qui devaient avoir lieu chez vous. Du point de vue aujourd'hui des démarches d'accompagnement, donc vous êtes passé dans du full à distance, en ligne. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quels sont les petits succès du moment et peut-être les difficultés que vous voulez, sur les points sur lesquels vous voulez progresser? Les succès du moment, c'est que on va remercier encore le deuxième confinement. C'est que forcément, avec la crise sanitaire, ces outils-là ont vraiment ont vraiment été mis en avant et ont permis le travail à distance. Le succès qu'on a aussi, c'est de pouvoir avoir, comme je disais, déployer la visioconférence pour nos conseillers, d'être en cours de déploiement. Cette symétrie entre les pratiques internes et les pratiques métiers avec les clients, elle est quand même hyper intéressante. Ça n'aurait jamais pu être possible sans la crise sanitaire et sans notre expérience du déploiement sur les sièges. Et donc le succès aussi, c'est que du coup, ça nous prépare pour pouvoir installer au 365 dans les agences bancaires et avoir le collaboratif. Donc ça, c'est les prochains mois. On est en pilote. Et vous généralisez sur 2021 ? On va essayer de généraliser sur 2021. Et c'est grâce aussi au projet de relations à distance qui, pareil, il y a eu des optimisations techniques qui n'auraient jamais été pensables sans ce contexte-là. Et ça nous prépare le terrain pour le projet en agence. Donc voilà, c'est super. C'est une belle synergie. Ouais, c'est clair. On arrive à la fin de cette session. Un grand merci pour votre participation. Je pense que ça, en tout cas, a eu du succès auprès de l'audience. Je vous donne tous rendez-vous l'année prochaine, puisque c'était notre dernière session plénière. Encore une fois, Laura, Stéphane, un grand merci et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.